Alors dans ces affaires de voisinage, j'ajoute que, euh, même s'il ne faut pas trop généraliser, il y a aussi des affaires qui ne posent pas tant de problèmes que cela. Mais très souvent quand même, je parlais tout à l'heure de végétaux en limite de propriété, il y a des gens qui, au fond d'eux, sont convaincus de la nécessité de laisser croître et embellir la végétation et ressentent la demande du voisin d'élagage comme une atteinte à la nature. Et des gens qui sont très convaincus de cela, très sincères quand ils nous parlent de cela. Et vous imaginez bien que dès lors, c'est très difficile d'aller vers les prescriptions du code civil. J'ai parlé de la nature qui croît, mais on pourrait parler aussi des oiseaux qui nichent dans ces haies ou des choses comme ça. Alors ça n'est qu'un exemple de positions de départ qui sont souvent mais radicalement opposées. Il peut y avoir donc quelqu'un qui est à cheval sur la hauteur de 2 mètres de la haie. Hein. J'ai vu même des demandeurs qui venaient avec des photos, ils avaient mesuré la haie au centimètre ou presque, ou quand on obtient que le voisin élague une fois par an, ah oui, mais ça n'est pas suffisant parce qu'entre-temps, ça va encore un peu pousser. Vous voyez, voilà, ça, le Code civil n'en parle pas. Et je répète, il y a en face des gens qui ne comprennent absolument pas cet acharnement à vouloir des haies parfaitement bien élaguées, parfaitement nettes, et on est dans cette difficulté-là. Au-delà, il nous arrive aussi d'avoir à traiter des affaires avec des personnes qui, je ne dirais pas jusqu'à dire, sont en détresse psychologique, mais qui sont en grande difficulté psychologique. Je pense en particulier à des personnes qui vivent très mal les bruits du voisin du dessus. Je pense à des personnes âgées notamment, qui vivent dans un appartement avec au-dessus des familles avec des enfants en bas âge qui courent, qui jouent au ballon, des choses comme ça. On n'imagine pas jusqu'où cela peut aller. Hein. Il y a des personnes qui vraiment peuvent avoir une forme d'obsession envers le bruit, qui veillent le bruit, qui savent qu'à partir de 18h, voilà, et là qu'ils le vivent extrêmement mal. Donc je ne prends que cet exemple, mais il y en a d'autres. Nous avons parfois affaire, je répète, à des personnes qui ne sont pas bien du tout. Alors, à cet égard, j'ai la faiblesse de penser, mais bon, on nous le dit souvent, que le fait de les écouter, ces personnes, le fait qu'il y ait une oreille, la nôtre, attentive, vraiment bienveillante, c'est très très important. Il nous arrive, c'est même assez fréquent, en particulier dans ces affaires de voisinage, après avoir beaucoup échangé avec des personnes de, je dirais, ce profil-là, nous avons des personnes qui nous disent, bon, finalement, je ne vais pas plus loin. Vous m'avez écouté, voilà, on se revoit un peu plus tard. D'ailleurs, dans ces affaires de voisinage, notamment dans les troubles anormaux de voisinage, il nous arrive très souvent de prévoir des clauses de revoyure, parce qu'on sait très bien que tout ce qui touche au comportement, on peut obtenir un engagement de faire à moins ou de faire différemment. Mais ça ne tient souvent que pendant une certaine période, et puis ça peut à nouveau revenir au naturel, si je puis dire. Donc, en prévoyant une clause de revoyure, c'est pour les uns et pour les autres, surtout pour le demandeur, une garantie qu'on ne doit pas les laisser comme ça, seuls, face à ces difficultés. Dans les affaires de voisinage, nous sommes saisis de demandes concernant un problème, dysfonctionnement, quelque chose qui ne va pas, et l'enjeu, c'est d'obtenir de l'autre partie, plus ou moins, que ce problème, cette difficulté disparaisse. Hein. Bon, on n'allumera plus le lave-linge à partir de 10h du soir parce que le courant est moins cher, ou des choses comme ça. Hein. Ou plus substantielles, on se met d'accord pour un bornage à frais partagés, ou on implante un muret avec par-dessus un parvu, tout ceci aussi en mitoyenneté, donc à frais partagés. Il arrive que
par-dessus le marché, si je puis dire, certains demandent pour la gêne occasionnée pendant un certain temps, pour les frais engendrés aussi par des nuisances, demandent des dommages-intérêts. Alors, on peut toujours convenir. Nous sommes dans la Convention. D'ailleurs, le décret du 18 juillet vient de bien poser que les conseils d'accord sont des contrats et ont toute la valeur du contrat. Ils sont négociés et conclus selon la réglementation des contrats, des conventions. Donc on peut en parler, mais néanmoins, définir des dommages et intérêts, ça reste l'apanage du juge, ça n'est pas de notre compétence. On peut en discuter, pourquoi pas, hein, si l'autre partie dit après tout, oui, je veux bien réparer à telle hauteur. D'ailleurs, ça peut prendre diverses formes. Ce peut être des dommages et intérêts à proprement parler, mais ce peut être aussi rembourser des frais qui ont été engagés par l'autre pour remédier au problème. Donc on peut en parler, mais ça n'est pas de notre ressort que de dire, voilà, ça mérite tant de dommages et intérêts.